Je vais vous parler de Beverly Gale Halit. Elle est connue aujourd'hui sous le nom de l'Ange de la Mort. Je vous laisse découvrir son histoire. Beverly Halit est née le 4 octobre 1968 à Grantham, plus précisément dans le comté de Lincolnshire, en Angleterre. Beverly grandit donc au Royaume-Uni et fait partie d'une fratrie de 4 enfants. Durant l'enfance et l'adolescence de Beverly, Beverly cherchait toujours à avoir l'attention des gens. Au début, elle essayait d'attirer l'attention en portant des faux bandages, des faux plâtres, en faisant croire qu'elle était malade ou blessée, alors que ce n'était pas le cas. En grandissant, elle était toujours dans cette recherche d'attirer l'attention des gens, mais parfois à en devenir agressive, lorsque son comportement ne suscitait pas les réactions qu'elle voulait des autres. Elle a commencé à devenir agressive et à nuire aux autres afin de satisfaire son désir d'être remarquée. Au fil du temps, Beverly passait beaucoup de temps dans les hôpitaux, comme elle disait à ses proches qu'elle était malade ou blessée. Beverly s'est même fait opérer de l'appendice alors que celui-ci était sain et fonctionnait très bien. Donc je ne sais pas ce qui a pu faire qu'un médecin l'ait opéré, mais au final, on sait que Beverly se rendait très souvent au médecin, qu'elle se plaignait, qu'elle insistait. Beverly commençait aussi à s'automutiler, toujours dans le but d'attirer l'attention. Et Beverly se rendait dans divers hôpitaux et rencontrait divers médecins. Car quand les médecins se rendaient compte de sa supercherie, elle décidait de changer de médecin et d'en rencontrer un nouveau. En effet, au bout d'un certain temps, les médecins voyaient que Beverly voulait tout simplement tous les regards sur elle. Et les médecins ont vite fait le rapprochement que son comportement lors de l'adolescence semblait typique au syndrome de Munchausen. Le syndrome de Munchausen est le besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention ou la compassion. À propos de ses études, Beverly a fréquenté le Grantham College dans le Lincolnshire où elle a suivi une formation d'infirmière. Durant cette formation, elle devait travailler dans une maison de soins infirmiers. Et durant cette formation dans cette maison de soins, Beverly a été soupçonnée de comportements très étranges. En effet, Beverly a été vue ou du moins soupçonnée d'étaler des selles, des excréments sur les murs de la maison de soins. Attitude très étrange en effet. Beverly était aussi énormément absente et ses absences étaient toujours justifiées d'une série de maladies. Durant cette même période, Beverly avait un petit ami. Ce petit ami ignorait le comportement de Beverly à son travail, mais il a vite découvert l'attitude étrange et les drôles de comportement de celle-ci. Ce petit ami a alors déclaré plus tard que Beverly était agressive, manipulatrice et trompeuse, qu'elle avait prétendu être enceinte alors que ce n'était pas le cas. Elle avait donc simulé une fausse grossesse. Beverly l'a aussi accusée de viol. Leur relation a pris fin peu de temps après ces événements. Sa formation dans cette maison de soins prit aussi fin et Beverly a échoué plusieurs fois à ses examens infirmiers, forcément avec ses nombreuses absences. Mais un contrat de 6 mois lui a malgré tout été proposé quelques temps plus tard à l'hôpital Grantham and Kesteven, toujours dans le comté du Lincolnshire. L'établissement manquait depuis longtemps de personnel, l'établissement était en sous-effectif et Beverly devait travailler dans le service de pédiatrie, le service 4 pour enfants exactement. Nous sommes alors en 1991 et c'est en entrant dans cet hôpital que sa folie meurtrière commença malheureusement. Sa folie meurtrière durera exactement 59 jours entre février 1991 et avril 1991. Et son syndrome de Munchausen deviendra incontrôlable et deviendra un syndrome de Munchausen par procuration. Au lieu de s'infliger du mal à elle-même, elle a commencé à faire du mal aux autres et dans ce cas-ci à de très jeune enfant. Beverly commença donc à travailler dans cet hôpital et l'horreur débute alors. Il y a un tueur en série d'enfants à l'hôpital et personne ne le sait encore. Et cette série de violences envers les enfants restera longtemps inconnue. Sa première victime fut Liam Taylor,
âgé seulement de 7 semaines. Le 21 février 1991, Liam Taylor a été admis au quartier 4 pour une infection pulmonaire. Beverly fait tout son possible pour rassurer les parents du petit Liam, en leur disant que leur enfant est entre de bonnes mains et qu'il sera bien soigné. Beverly persuade et conseille les parents de Liam de rentrer chez eux pour se reposer, ce qu'ils font. À leur retour le lendemain matin, Beverly dit aux parents que Liam a souffert d'une urgence respiratoire pendant la nuit, mais qu'il s'était rétabli et qu'il était maintenant stable. Beverly s'est alors montrée très présente en se portant volontaire pour un service de nuit supplémentaire afin de pouvoir surveiller le jeune Liam et rester à ses côtés. Ses parents ont également choisi de passer la nuit à l'hôpital. Durant cette nuit, Beverly a été laissée seule avec le garçon et son état a empiré. Liam a eu une autre crise respiratoire juste avant minuit. Il avait cessé de respirer. Liam est devenu pâle et des taches rouges sont apparues sur son visage. À ce moment, Beverly convoque une équipe de réanimation de toute urgence, mais Liam ne pourra malheureusement pas être sauvé à temps. Les collègues infirmiers de Beverly étaient confus par l'absence de moniteur d'alarme à cette époque qui devait en fait retentir lorsqu'un patient cessait de respirer, mais aucune alarme n'a retenti. Liam a en fait subi un arrêt cardiaque et malgré tous les efforts de l'équipe, il a subi de graves lésions cérébrales et il était maintenant en vie qu'avec l'aide des appareils de survie. Sur avis médical, ses parents ont pris la lourde décision de débrancher leur bébé. Beverly à ce moment-là n'a pas été interrogée sur son rôle dans la mort de Liam. À ce moment-là, il s'agissait pour tout le monde d'une mort naturelle et sa cause de décès a été enregistrée comme une insuffisance cardiaque. Je rappelle tout de même que Liam avait seulement 7 semaines, c'est horrible. Seulement 2 semaines après la mort de Liam Taylor, Timothy Hardwick, un enfant de 11 ans atteint de paralysie cérébrale, a été admis au quartier 4 à la suite d'une crise d'épilepsie. Beverly était en charge des soins de ce jeune garçon. Elle s'est retrouvée seule avec ce garçon et quelques instants plus tard, le jeune Timothy a eu un problème respiratoire et son cœur s'est arrêté. De nouveau, Beverly a convoqué l'équipe de réanimation d'urgence qu'il a trouvé sans pouls et devenant bleu. Malgré tous leurs efforts, l'équipe n'a malheureusement pas pu le réanimer. Par la suite, une autopsie n'a pas pu fournir de cause évidente de décès, mais son épilepsie a été officiellement mise en cause. Sa troisième victime, Kelly Dasmunt, âgée d'1 an, a été admise au quartier 4 le 3 mars 1991 pour une infection pulmonaire. 5 jours après son admission, Kelly semblait bien se remettre, bien se rétablir. Mais suite à la présence ce jour-là de Beverly qui était chargée de s'occuper d'elle, Kelly a fait un arrêt cardiaque dans le même lit où Liam Taylor était décédé 15 jours auparavant. L'équipe de réanimation a pu la réanimer et elle a été transférée dans un autre hôpital. Pendant son examen dans ce nouvel hôpital, les médecins ont découvert une marque de perforation étrange sous son aisselle et ils ont également découvert une bulle d'air près de la marque de perforation. Il semblait s'agir en fait d'une injection, une piqûre accidentelle et ceci n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Paul Compton, âgé de seulement 5 mois, a été la prochaine victime de Beverly Ali. Il a été placé dans le quartier 4 le 20 mars 1991 à la suite d'une bronchite. Celle-ci a été détectée comme non grave et Paul ne devait plus tarder à sortir de l'hôpital, mais Beverly en a décidé autrement. Paul a été retrouvé presque comateux. Les médecins ont réussi à le réanimer, mais il est retombé dans un quasi-coma. À 3 reprises, Paul est tombé dans un état comateux. À 3 reprises, les médecins le réaniment. Lorsque son sang a été vérifié, il a été constaté qu'il avait un niveau élevé d'insuline. Personne n'avait d'explication à ce niveau élevé d'insuline. Paul a ensuite été emmené en ambulance dans un autre hôpital. Et l'infirmière qui devait monter avec lui dans l'ambulance et l'accompagner n'est autre, malheureusement, que Beverly. Mais Paul Compton s'en sortira miraculeusement. Il survivra à ce supplice que lui a infligé Beverly. Dites-vous que personne encore soupçonnait Beverly. Nous sommes à sa 4e victime, 2 sont malheureusement morts et personne n'avait encore de soupçon à son encontre, alors que tous ces drôles d'incidents étaient en présence de Beverly. Seulement le lendemain de l'agression du jeune Paul Compton, le 21 mars 1991, Beverly recommence ses agissements. Bradley Gibson, âgé de 5 ans, a été admis dans le quartier 4 en raison d'une pneumonie. Plus tard dans la soirée, il a fait un arrêt cardiaque inattendu mais a été réanimé par l'équipe de réanimation. Lorsque son sang a été analysé plus tard, il s'est avéré que Bradley Gibson avait un niveau élevé, encore une fois,
d'insuline, ce qui n'avait en fait aucun sens pour les médecins. Bradley a de nouveau contracté une autre crise cardiaque plus tard dans la nuit, toujours en la présence de Beverly. Après sa réanimation, il a été transporté dans un autre hôpital où là-bas, il a réussi à récupérer, à survivre. Le 22 mars 1991, Yik Hang Chan, 2 ans, a été admis au quartier 4 après être tombé d'une fenêtre et avoir subi une fracture du crâne. Pendant qu'il était soigné par Beverly, son niveau d'oxygène a dangereusement chuté et cela à 2 reprises. Beverly a de nouveau demandé une équipe et par chance, il a bien réagi à l'oxygène que les médecins lui ont administré. Cependant, il a contracté une autre attaque, ce qui a entraîné son transfert vers un autre hôpital où là-bas il a pu se rétablir. Ces symptômes, ces incidents ont été attribués à sa fracture du crâne. Le 1er avril 1991, Becky Phillips, 2 mois, a eu un épisode de gastro-entérite, ce qui l'a amené dans le quartier 4. Et c'est Beverly qui a pris en charge ses soins. Et seulement 2 jours plus tard, Becky a commencé à présenter des symptômes d'hypoglycémie. Elle était froide au toucher, mais malgré un examen, aucune maladie n'a été détectée. Becky a ensuite été renvoyée à la maison avec sa mère. Pendant la nuit, elle a eu des convulsions, elle a crié de douleur et lorsque ses parents ont contacté un médecin, celui-ci a suggéré qu'il s'agissait peut-être de coliques. Les parents l'ont alors gardée dans leur lit pour observation, mais malheureusement, Becky Phillips est décédée plus tard dans la nuit. Malgré une autopsie, aucune cause claire de décès n'a pu être trouvée. Becky a une sœur jumelle se prénommant Katie. Ses parents ont décidé alors de faire admettre Katie à l'hôpital par précaution, suite aux événements qui sont arrivés à leur autre enfant, donc Becky. Malheureusement, Katie était sous la surveillance encore une fois de Beverly. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne convoque à nouveau une équipe de réanimation pour faire revivre Katie, car celle-ci avait cessé de respirer. Katie a pu être réanimée, mais 2 jours plus tard, elle a de nouveau cessé de respirer, ce qui a entraîné des lésions cérébrales permanentes, en raison d'un manque prolongé d'oxygène. Katie a été transférée toujours dans un autre hôpital où il a été constaté que ces épisodes de manque d'oxygène étaient dus au fait qu'elle avait reçu forte dose d'insuline et de potassium. Et attention, la mère de Katie et Becky Phillips, Sue Phillips, était tellement reconnaissante auprès de Beverly d'avoir sauvé la vie de son bébé qu'elle lui a demandé d'être la marraine de Katie. Oui. Et Beverly a accepté, malgré avoir infligé une paralysie partielle, une paralysie cérébrale et des troubles de la vue et de l'audition au nourrisson. Beverly a ensuite continué ses agissements et 4 autres victimes ont suivi. Mais les attaques de Beverly ont pris fin avec la mort de Claire Peck, âgée de 15 mois. Le 22 avril 1991, Claire Peck a été admise dans le quartier 4 à la suite d'une grave attaque et elle avait besoin d'urgence d'un tube respiratoire. Claire Peck a finalement été stabilisée et cela était en bonne voie pour ce bébé. Et alors qu'elle était sous la garde de Beverly, que pendant quelques minutes, l'enfant a subi une crise cardiaque. L'équipe de réanimation l'a relancée, mais elle a subi de nouveau une attaque, dont cette fois elle n'a pas pu malheureusement se remettre. Claire Peck, 15 mois, était malheureusement morte, mais fut la dernière victime de Beverly Halit. Car l'hôpital voyait finalement que quelque chose clochait. Le nombre d'arrêts cardiaques au cours des 2 mois précédents dans le quartier 4 était alarmant. Qu'est-ce qu'il se passait? Pourquoi ces enfants mouraient de façon mystérieuse? Un docteur de l'hôpital, le docteur Nelson Porter, pensait au départ à un virus peut-être qui se baladait dans l'hôpital. Mais rien n'a été trouvé sur cette hypothèse. Il a donc décidé de contacter la police. Car c'est quand même étrange que tous ces incidents aient eu lieu sous une période de 2 mois et uniquement dans le quartier 4. La police a alors été contactée et celle-ci ouvrira rapidement une enquête. Tout d'abord, les médecins ont dû réaliser une autopsie sur Claire Peck et ils ont découvert des niveaux anormaux de potassium dans le sang de Claire. Elle avait aussi des traces de lignocaïne dans ses tissus. C'est un médicament qui est administré lors d'un arrêt cardiaque mais jamais à un bébé. À ce moment-là, la police a compris qu'il s'agissait peut-être de crimes délibérés. La police a commencé à examiner les dossiers de 25 cas suspects. Dans la plupart des cas, les victimes avaient reçu des niveaux élevés d'insuline, de potassium ou de lignocaïne. Le seul facteur commun reliant tous les cas était Beverly Halit, qui était présente à chaque épisode. C'était la seule infirmière présente lors de tous ces cas et elle avait un accès libre aux médicaments. La police a aussi découvert que Beverly avait signalé que la clé du réfrigérateur où se trouvait l'insuline avait disparu. Mais on peut se douter que la clé n'avait peut-être pas disparu mais que Beverly l'avait tout simplement
en sa possession. Des registres quotidiens de soins infirmiers avaient également disparu. Beverly Allitt était alors le principal suspect de la police. Ils ont alors décidé d'essayer de la confondre lors d'un premier interrogatoire. Lors de cet interrogatoire, Beverly a nié ce pourquoi on l'accusait et a affirmé qu'elle prenait tout simplement soin des victimes. Beverly essayait aussi de confondre la police avec le jargon médical. En effet, Beverly parlait de l'insuline avec les effets que cela peut avoir sur le corps. Mais la police, non formée au terme médical, a vite compris que Beverly essayait de les embobiner. La police, suspectant davantage Beverly, a finalement décidé de perquisitionner le domicile de celle-ci. Lors de cette perquisition, la police a découvert les registres quotidiens de soins infirmiers qui avaient disparu. C'était Beverly qui les avait pris. Le 26 juillet 1991, la police estimait avoir suffisamment de preuves pour arrêter Beverly. Mais ce ne sera qu'en novembre 1991 que Beverly sera officiellement inculpée de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves. Beverly Allitt a alors été arrêtée, toujours en refusant d'admettre ce qu'elle avait fait. Lors d'un entretien avec la police alors qu'elle était inculpée, Beverly souriait et riait. Elle haussait les épaules et ne montrait aucun remords. Beverly retardait aussi son procès dû à ses maladies. Elle a finalement été jugée le 15 février 1993. Elle a été accusée de 4 chefs de meurtre, 11 chefs de tentative de meurtre et 11 chefs d'avoir causé des lésions corporelles graves. Lors de ce procès, les procureurs ont montré au jury comment Beverly était présente à chaque incident. Ils avaient aussi présenté au tribunal tous les niveaux élevés d'insuline, de potassium et de lignocaïne qui ont été retrouvés. Le procès a également couvert son enfance et son adolescence et des professionnels de santé ont confirmé qu'elle présentait des symptômes du syndrome de Munchausen et du syndrome de Munchausen par procuration. Lors du procès, un professeur a admis que Beverly Allitt ne pourra jamais guérir, qu'elle était comme ça et établie depuis trop longtemps, qu'elle devait alors être retirée de la société pour protéger les autres. Le procès a duré 2 mois et Beverly Allitt y a assisté pendant 16 jours, toujours à cause de ses maladies. Le 28 mai 1993, alors âgée de 24 ans, Beverly Allitt a été condamnée à 13 peines de prison à perpétuité pour meurtre et tentative de meurtre. Elle restera 1 semaine en prison, puis finalement finira dans un établissement psychiatrique de haute sécurité, au Wompton Secure Hospital, où elle purge toujours actuellement sa peine. Lorsqu'elle a été détenue à cet établissement psychiatrique, Beverly a vite recommencé son comportement d'attirer l'attention. En effet, une fois elle a avalé du verre et s'est aussi versé de l'eau bouillante sur sa main. Aujourd'hui, Beverly Allitt est considérée comme l'une des pires tueuses en série d'enfants en Grande-Bretagne et on la nomme désormais l'ange de la mort. Et les conséquences des crimes de Beverly Allitt étaient si fortes et omniprésentes dans le quartier 4 où elle travaillait qu'ils ont décidé de fermer définitivement le quartier 4 de l'hôpital. Beverly a été condamnée en 1993, mais qu'en est-il aujourd'hui en 2020? Lors du procès, la juge de première instance a recommandé qu'elle purge une peine minimale de 40 ans, ce qui la maintiendrait en prison jusqu'à au moins 2032 et jusqu'à 64 ans, et qu'elle devra être libérée uniquement si elle n'est plus considérée comme un danger pour le public. Mais en août 2006, Beverly Allitt a demandé le réexamen de sa peine. Et ce sera le 6 décembre 2007 que la haute cour décidera que Beverly devra purger au minimum 30 ans de prison, ce qui signifie qu'elle devra désormais attendre au moins 2022 et 54 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Elle sera alors libérée si elle n'est plus considérée comme une menace pour le public dans seulement 2 ans. Voilà, c'était l'affaire Beverly Allitt. N'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.